qui retardent le progrès des jeunes artisans. Tous les génies se manifestent bien, mais ils ne parviennent point tous au degré de perfection où la nature les a rendus capables d'atteindre. Il en est dont le progrès est arrêté au milieu de la course. Un jeune homme ne saurait faire dans l'art de la peinture tout le progrès dont il est capable si sa main ne se perfectionne pas en même temps que son imagination. Il ne suffit pas au peintre de concevoir des idées nobles, d'imaginer les compositions les plus élégantes et de trouver les expressions les plus pathétiques. Il faut encore que leurs mains aient été rendues dociles à se fléchir avec précision en 100 manières différentes pour se trouver capable de tirer avec justesse la ligne que l'imagination lui demande. Nous ne saurions faire rien de bien, dit Dufresnoy dans son poème de la peinture, si notre main n'est pas capable de mettre sur la toile les beautés que notre esprit produit. L'art privé du secours des mains n'exécute rien de très élevé, mais languit, inerte, comme s'il avait les bras liés. Ce n'est pas avec la langue qu'Appel a peint un tableau bien composé. Le génie a pour ainsi dire les bras liés dans un artisan dont la main n'est pas dénouée. Il en est de l'œil comme de la main. Il faut que l'œil d'un peintre soit accoutumé de bonne heure à juger par une opération sûre et facile, en même temps quel effet doit faire certains mélanges ou bien une certaine opposition de couleurs, quel effet doit faire une figure d'une certaine hauteur dans un groupe, et quel effet un certain groupe fera dans le tableau après que le tableau sera colorié. Si l'imagination n'a pas à sa disposition une main et un œil capables de la seconder à son gré, il ne résulte que des plus belles idées qu'enfante l'imagination qu'un tableau grossier, et que dédaigne l'artisan même qui l'a peint, tant il trouve l'œuvre de sa main au-dessous de l'œuvre de son esprit. L'étude nécessaire pour perfectionner l'œil et la main ne se fait point en donnant quelques heures distraites à un travail interrompu. Cette étude demande une attention entière et une persévérance continuée durant plusieurs années. On sait la maxime qui défend au peintre de laisser écouler un jour entier sans donner quelques coups de pinceau, maxime qu'on applique communément à toutes les professions tant on la trouve judicieuse. Pas un jour sans une ligne. Le seul temps de la vie qui soit bien propre à faire acquérir leur perfection, à l'œil et à la main, et le temps où nos organes, tant intérieurs qu'extérieurs, achèvent de se former. C'est le temps qui s'écoule depuis l'âge de 15 ans jusqu'à l'âge de 30 ans. Les organes contractent sans peine durant ces années toutes les habitudes dont leur première conformation les rend susceptibles. Mais si l'on perd ces années précieuses, si on les laisse écouler sans les mettre à profit, la docilité des organes se passe sans que tous nos efforts puissent jamais la rappeler. Quoique notre langue soit un organe bien plus souple que notre main, cependant nous prononçons toujours mal une langue étrangère que nous apprenons après 30 ans. Malheureusement, pour nous, ces années si précieuses sont celles où nous sommes distraits le plus facilement de toutes les applications sérieuses. C'est le temps où nous commençons à prendre confiance en nos lumières, qui ne sont encore que le premier crépuscule de la prudence. Nous avons déjà perdu cette docilité pour les conseils des autres qui tient lieu pour les enfants de bien des vertus, et notre persévérance, aussi faible que notre raison, n'est point à l'épreuve des dégoûts. Horace définit un adolescent dur pour ses mentors. Il ne se soucie que tardivement de ce qui est utile et prodigue de son argent, hautain, cupide et prompt à abandonner ce qu'il a aimé. D'ailleurs, tout est pour cet âge l'occasion d'un plaisir plein d'attrait. Les goûts d'un jeune homme sont des passions et ses passions sont des fureurs. Le feu de l'âge en donne plusieurs à la fois et c'est beaucoup, si la raison encore naissante peut être la maîtresse durant quelques moments. Je dois encore ajouter une réflexion, c'est que le génie de la poésie et celui de la peinture n'habitent point dans un homme d'un tempérament froid et d'une humeur indolente. La même constitution qui fait le peintre ou le poète le dispose aux passions les plus vives. L'histoire des grands artisans, soit en poésie, soit en peinture, qui n'ont pas fait naufrage sur les écueils dont je parle, est remplie du moins des dangers qu'ils y ont courus. Quelques-uns s'y sont brisés, et tous y ont échoué. J'ignore quel sujet peut avoir été cause que l'évêque d'Albe se soit surpassé lui-même dans la peinture qui nous donne des inquiétudes et des transports d'un jeune poète tyrannisé par une faiblesse qui lutte contre son génie et qui le distrait malgré lui-même, des occupations pour lesquelles il est né. Quelquefois ce poison subtil se glisse dans ses veines, un feu secret le dévore et lui fait oublier les ondes de Castelli. Il
soupire, il languit. Devant ses yeux voltigent jour et nuit des fantômes séduisants qui l'agitent et le troublent. Son âme blessée ne peut s'ouvrir à d'autres soins. La nature des eaux de l'Hippocrène ne les rend pas encore bien propres à éteindre de pareils incendies. La passion du vin est encore plus dangereuse que l'autre, elle fait perdre beaucoup de temps et met encore un jeune artisan hors d'état de faire un bon usage de celui qu'elle lui laisse. L'excès du vin n'est pas même un de ces vices dont l'âge corrige les hommes. Cependant, en quelques années, il ôte à l'esprit sa vigueur et au corps une partie de ses forces. Un homme trop adonné au vin est morne quand il n'est pas à table, et il n'a plus d'esprit qu'autant que lui en donnent les digestions d'un estomac qui s'use enfin avant le temps. Quand Horace parle sérieusement, il dit que le jeune homme qui veut se rendre habile doit être tempérant. Il s'est abstenu d'amour et de vin. Pétrone, le moins austère des écrivains, exige d'un jeune homme qui veut réussir dans ses études d'être sobre, qu'il pâlisse sous la loi de la sobriété qui lui est imposée. Juvénal, en parlant des poètes de son temps qui composaient de grands ouvrages, dit qu'ils s'abstenaient du vin même dans les jours que la coutume établit destinés au plaisir de la table. Beaucoup alors avaient intérêt à pâlir et à se passer de vin pendant tout le mois de décembre. On ne m'accusera pas du moins de citer les jeunes gens à qui je veux faire le procès devant des juges trop sévères. Enfin, comme le succès ne saurait répondre toujours à la précipitation d'un jeune peintre, il peut bien se dégoûter de temps en temps d'un travail laborieux dont il ne voit pas naître un fruit qui le satisfasse. L'impatience naturelle à cet âge fait qu'on voudrait moissonner un instant après avoir semé. L'attrait qu'un travail où nous pousse notre génie a pour nous aide beaucoup à vaincre ses dégoûts comme à résister aux distractions. Mais il est bon encore que le désir de faire fortune vienne au secours de l'impulsion de notre génie. Il est donc à souhaiter qu'un jeune homme que son génie détermine à être peintre se trouve dans une situation telle qu'il lui faille regarder son art comme son établissement et qu'il attende sa considération dans le monde de la capacité qu'il acquérera dans cet art. Si la fortune d'un jeune homme, loin de le porter à un travail assidu, concourt avec la légèreté de son âge pour le distraire du travail, qu'augurer de lui sinon qu'il laissera passer le temps de former ses organes, sans les former. Un travail souvent interrompu et distrait encore le plus souvent ne suffit pas à perfectionner un artisan. En effet, le succès de notre travail dépend presque autant de la disposition dans laquelle nous sommes. Lorsque nous nous appliquons, il dépend presque autant de ce que nous faisions avant que de commencer notre travail et de ce que nous avons projeté de faire après que nous l'aurons quitté, que de la durée même de ce travail. Quand la force du génie ramènera notre jeune peintre à une étude plus sérieuse de son art, parce que l'ivresse de la jeunesse sera passée, sa main et ses yeux ne seront plus capables d'en bien profiter. S'il veut faire de bons tableaux, qu'après les avoir imaginés, il les fasse peindre par un autre. Les poètes, dont l'apprentissage n'est pas aussi difficile que celui des peintres, se rendent toujours capables de remplir leur destinée. La première ardeur que donne le génie suffit pour apprendre les règles de la poésie. Ce n'est point par ignorance des règles que tant de gens pêchent contre les règles. La plupart de ceux qui manquent à les observer les connaissent bien, mais ils n'ont point assez de talent pour mettre leurs préceptes en pratique. Il est vrai qu'un poète pourrait être dégoûté de nous donner de grands ouvrages par la peine que coûte la disposition de leur plan. La persévérance n'est pas la vertu des jeunes gens. S'il n'est point de travail si pénible et si difficile qui ne s'y porte avec ardeur, c'est à condition que ce travail ne durera point longtemps. Il est donc heureux pour la société que les jeunes poètes soient déterminés par leur fortune à un travail assidu. Je n'entends point par nécessité de faire fortune la nécessité de subsister. Cette extrême indigence qui force à travailler pour avoir du pain n'est propre qu'à égarer un homme de génie qui, sans consulter ses talents, s'attache, pressé par le besoin, aux genres de poésie qui sont plus lucratifs que les autres. Au lieu de composer des allégories ingénieuses et des satires excellentes, il fera de mauvaises pièces de théâtre. Le théâtre est en France le Pérou des poètes. L'enthousiasme poétique n'est pas un de ces talents que la crainte de mourir de faim sait donner. Si, comme le dit Perse, qui nomme le ventre le père de l'industrie, les entrailles à jeun font croître l'esprit, ce n'est pas aux écrivains. Horace a bu son soûl quand il voit les Ménades, dit Despréaux après Juvénal. En effet, comme ce poète latin l'expose très bien, mettre le pied dans l'Olympe, entrer dans les projets des dieux et donner des fêtes aux déesses, ce n'est point la besogne d'un mal vêtu qui ne sait point où il pourra souper.
Si Virgile, ajoute Juvénal, n'avait pas eu les commodités de la vie, ces hydres, dont il sait faire des monstres si terribles, n'auraient été que des couleuvres ordinaires. La furie qui porte la rage dans le sein du Turnus et d'Amata n'aurait été, pour parler à notre manière, qu'une furie pareille à la tranquille Euménide de l'opéra Isis. C'est l'œuvre d'un haut esprit qui n'hébète point le tracas d'une couverture à acheter que de se représenter les chars, les chevaux, la silhouette des dieux et Érini jetant le désordre dans le cœur du Rutule. Si Virgile n'avait pas eu d'un petit esclave et un habitacle supportable, la furie eût perdu tous les serpents de sa chevelure. L'extrême besoin dégrade l'esprit, et le génie réduit par la misère à composer perd la moitié de sa vigueur. D'un autre côté, les plaisirs détournent les poètes du travail aussi bien que le besoin. Il est vrai que Lucain composa sa Pharsale malgré toutes les distractions qui viennent à la suite de l'opulence. Il reçut les compliments de ses amis sur le succès de son poème dans ses jardins enrichis de marbre. Mais un seul exemple ne conclut pas. De tous les poètes qui ne se sont acquis un grand renom, Lucain est le seul, autant qu'il m'en souvient, qui dès sa jeunesse ait pu vivre dans l'abondance. Tout le monde sera de mon avis quand j'avancerai que Molière n'aurait jamais pris la peine nécessaire pour se rendre capable de produire les femmes savantes, ni celle de composer cette comédie après s'être rendu capable de la faire, s'il se fût trouvé un homme de condition en possession de 100 000 livres de rente dès l'âge de 20 ans. Je crois rencontrer quelle est la situation où l'on peut souhaiter que soit un jeune poète. Dans un bon mot de notre roi Charles IX, il faut, disait ce prince, en se servant de la langue latine, dont le bas usage permettait alors aux personnes polies de mêler quelques mots dans la conversation, que les chevaux et les poètes soient bien nourris, mais non pas engraissés. On doit pardonner la comparaison à la passion démesurée des seigneurs de ce temps-là par leurs écuries, la mode l'autorisait. L'envie d'augmenter sa fortune excite un poète qui se trouve dans cette situation sans que le besoin lui rabaisse l'esprit, ni l'oblige à courir après un vil salaire, comme ont fait les ouvriers mercenaires de tant de poèmes dramatiques, qui ne se souciaient guère de la destinée de leurs pièces, attentifs uniquement à toucher l'argent qui devait leur en revenir. Car il n'est avide que de faire aller de l'argent dans sa bourse. Après cela, il s'inquiète peu que la pièce tombe ou se tienne d'un pied sûr. Comme la mécanique de notre poésie, si difficile pour ceux qui ne veulent faire que des vers excellents, est facile pour ceux qui se contentent d'en faire de médiocres, il est parmi nous bien plus de mauvais poètes que de mauvais peintres. Toutes les personnes qui ont quelques lueurs d'esprit ou quelques teintures des lettres veulent se mêler de faire des vers, et pour le malheur des poètes, elles deviennent ainsi des juges qui prononcent sur tous les poèmes nouveaux avec la sévérité d'un concurrent. C'est depuis longtemps que les poètes se plaignent du grand nombre de rivaux que la facilité de la mécanique de la poésie leur procure. Celui qui n'est pas pilote, dit Horace, n'ose s'asseoir au gouvernail. On ne se mêle point de composer des remèdes quand on n'a pas étudié la vertu des simples. Il n'y a que les médecins qui ordonnent la saignée aux malades. Ce n'est même qu'après un apprentissage qu'on exerce les plus vils métiers. Mais tout le monde, capable ou non, veut faire des vers. L'homme qui ignore ce qu'est un navire craint d'en conduire un. Nul, s'il ne s'y connaît point, n'ose donner de l'aumône à un malade. Ceux qui regardent les médecins, seuls les médecins en font profession, et seuls les artisans mettent la main aux choses de leur métier. Mais ignorants et habiles, tous sans distinction, nous écrivons des pièces de vers. Les versificateurs les plus ineptes sont même ceux qui composent le plus couramment. De là naissent tant d'ouvrages ennuyeux qui font prendre en mauvaise part le nom de poète, et qui empêchent que personne veuille s'honorer d'un si beau titre. Il me souvient de ce que dit Despréaux à Racine concernant la facilité de faire des vers. Ce dernier venait de donner sa tragédie d'Alexandre lorsqu'il se lia d'amitié avec l'auteur de l'art poétique. Racine lui dit en parlant de son travail qu'il trouvait une facilité surprenante à faire des vers. Je veux vous apprendre à faire des vers avec peine, répondit Despréaux, et vous avez assez de talent pour le savoir bientôt. Racine disait que Despréaux lui avait tenu parole. Mais ces peines et ces contradictions ne sont point capables de dégoûter de la poésie un jeune homme qui tient sa vocation d'Apollon même et qu'excite encore le désir de se faire un nom et une fortune. Il parviendra soit un peu plus tôt, soit un peu plus tard, au degré du Parnasse, où il est capable de monter, mais l'usage qu'il fera de ses capacités dépendra beaucoup du temps où son étoile l'aura fait naître.
S'il vient en des temps malheureux, sans Auguste et sans Mécène, ses productions ne seront ni si fréquentes ni de si longue haleine que s'il était né dans un siècle plus fortuné pour les arts et pour les sciences. Virgile, encouragé par l'attention qu'Auguste donnait à ses vers, Virgile, excité par l'émulation, a produit l'Énéide. Il a employé une infinité de veilles à composer un poème de longue haleine qui, malgré le goût que son génie devait lui donner pour ce travail, doit l'avoir fatigué souvent jusqu'à la lassitude. Si Virgile avait vécu dans un temps où il n'y eut ni Auguste, ni Mécène, ni concurrent, Virgile aurait bien été déterminé par l'impulsion du génie et par le désir de se distinguer à cultiver son talent. Il se serait bien rendu capable de composer une Énéide, mais on peut croire qu'il n'aurait pas eu la persévérance nécessaire pour terminer un si long ouvrage. Peut-être n'aurions-nous de Virgile que quelques églogues qui auraient coulé sans peine d'une veine abondante et l'esquisse de l'Énéide dont il aurait terminé un livre ou deux. Les grands artisans ne sont pas ceux à qui leur production coûte le moins. Leur inaction vient souvent de la crainte qu'ils ont des peines que leur coûtent des ouvrages dignes d'eux, quand ils sentent que c'est la paresse qui les tient dans l'oisiveté. Comme des matelots qui viennent de mettre pied à terre après avoir eu, pour me servir de l'expression d'un ancien, la mort dans chaque flot qui s'approchait d'eux, sont dégoûtés pour un temps de s'exposer au péril de la mer. De même, un bon poète qui sait combien il en a coûté pour terminer sa tragédie n'entreprend pas si volontiers d'en faire une autre. Il faut qu'il se repose durant un temps après s'être ennuyé du travail. Il faut, avant de se remettre au travail, qu'il se soit ennuyé de l'oisiveté. Un poète ne dispose pas sans un travail pénible et sans une attention laborieuse et l'esquisse d'un long ouvrage. Le travail de limer et de polir ses propres vers est encore ennuyeux. Il est impossible que l'attention sérieuse sur des minuties que ce travail exige ne fatigue pas bientôt. Cependant, il faut la continuer durant longtemps. J'en appelle à témoin les poètes à qui la persévérance dans ce labeur a manqué. Il est vrai que les poètes trouvent un plaisir sensible dans l'enthousiasme de la composition. L'âme livrée tout entière aux idées qui s'excitent dans l'imagination échauffée ne sent pas les efforts qu'elle fait pour les produire. Elle ne s'aperçoit de sa peine que par cette lassitude et par cet épuisement qui suivent la composition. Et jamais il n'est aussi heureux qu'au moment où il écrit un poème, tant il éprouve de joie intime. Ceux qui composent des vers sans être poètes sont contents de ce qu'ils ont produit plutôt dans un délire que dans un véritable enthousiasme. La plupart, comme Pygmalion, deviennent amoureux de leur production informe ou languissante et ils ne les retouchent plus, car qui dit amoureux dit aveugle sur les défauts de ceux qu'il aime. Aussi aucun tyran de la Grèce n'entend-il jamais autant de flatteries qu'un poète médiocre s'en dit à lui-même quand il encense les prétendues divinités qui viennent de naître sous sa plume. C'est des mauvais poètes principalement qui font entendre ce que dit Cicéron. En effet, je ne sais pas pourquoi c'est dans ce domaine plus que dans d'autres que chacun trouve ses productions les plus belles. Je n'ai encore jamais rencontré un poète qui ne se parut à lui-même le meilleur. Mais un bon poète n'est pas si facile à se contenter de ce qu'il a mis sur le papier. Il n'est pas encore satisfait de ses vers quand ils sont déjà assez bons pour plaire aux autres, et la peine qu'il ne saurait s'empêcher de prendre pour les perfectionner à son gré l'impatiente souvent contre lui-même.